Malgré que j'aime bien dire que le cinéma est avant tout une question de personnes passionnées qui veulent transmettre des messages à travers un scénario pertinent, une réalisation révolutionnaire, une direction d'acteurs aux petits oignons, avant tout le cinéma c'est une question d'argent. Car le point commun qu'il y a entre A24 et les Marvel Studios, c'est bien de faire de la rentabilité. Car même si eux ils ont deux visions différentes du cinéma qui sont très perfectibles, mais qui sont assez stéréotypées, ils ont quand même un but commun de faire de l'argent, car c'est ce qui va leur permettre de durer sur le long terme, de faire un maximum de profit, et qui va permettre de leur donner une renommée et de rentrer dans l'histoire et le panthéon du cinéma. Car n'importe quel réalisateur, que ce soit Michael Bay, Denis Villeneuve, eh bien leur but c'était tous de faire l'argent. Cela étant dit, Hollywood, pour faire de l'argent, ils vont pas décider de recréer un nouvel univers, prendre un nouveau réalisateur talentueux mais qui aime un peu trop la liberté, mais vont plutôt décider de faire des suites, des remakes et des reboots. Car oui, on a tendance à se plaindre beaucoup de cela, mais quand vous êtes producteur et que vous avez le choix entre un projet nouveau qui risque de flopper ou la suite d'un projet qui a trop bien marché et qui peut attirer la même cible et une autre cible en plus, le choix est vite vu. Mais comme je l'avais expliqué dans ma vidéo de Blade Runner 2049, faire une suite c'est pas si simple que ça. Après ça dépend de la suite que vous faites. Faire une suite à Transformers et à Blade Runner c'est pas la même chose. Et donc c'est normal que Hollywood a usé du mythe du cowboy, des monstres, des films de mafieux et maintenant des comic book movies. Mais le problème c'est pas que le genre est mauvais, c'est juste qu'il a été trop exploité et qu'il a été donné à des mauvais réalisateurs. Car on voit très bien la différence entre un The Batman et un Madame Web. L'un est un film qui arrive à prendre les codes du cinéma et à bien l'utiliser et les adapter au mythe du personnage de Batman, et l'autre est juste un film de merde. Avant les adaptations de comics, voire même en parallèle des adaptations de comics, il y avait bien un domaine que Hollywood aimait bien regarder de loin, mais qui n'était pas non plus celui qui maîtrisait le plus, c'est bien l'adaptation de jouets. Car il y a eu, certes, des succès, mais il y a aussi eu des énormes échecs. Car en fait, c'est un domaine à la fois simple à adapter, mais à la fois très difficile. Car certes, vous avez une cible large, à savoir des enfants qui ont des parents qui ont de l'argent et les adultes qui veulent replonger dans leur enfance avec de l'argent, que vous avez déjà un univers établi, mais qu'il faut faire quelque chose de cet univers et savoir comprendre les codes de cet univers. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ont réussi à faire l'exploit de faire certes des films qui sont parfois médiocres, mais qui marchent bien au box-office, et de l'autre, des films qui font pas du tout l'exploit et qui le ratent. Et alors, des films adaptés de jouets qui sont rentables et qui vendent des jouets qui en plus sont des bons films, alors là, il n'en existe pas 10 000. Et s'il y a bien un film qui a prouvé que cette anomalie pouvait être possible, c'est bien le film Barbie. Je ne vais pas forcément parler de la qualité du film, je vais plutôt parler de comment ce film a pu être une anomalie Hollywood et devenir l'un des films les plus rentables de tous les temps. Comment ce film a pu réussir à être à la fois bon et à la fois être rentable. Car les deux exercices sont très difficiles à faire. Et donc nous allons revenir sur tout le processus du film et surtout sur l'historique qu'il y a, la relation toxique qu'il y a entre les adaptations de jouets et le cinéma. Bien évidemment, comme j'ai dit précédemment, Hollywood ont toujours aimé réutiliser les mêmes soupes. Dès qu'une soupe est bonne et a bien marché, on va la réutiliser 50 fois. On va la redonner 50 fois aux mêmes personnes et à des personnes un peu plus larges. Et tenter 2-3 petits changements, histoire que ça passe crème, comme on dit. Et sauf que cela a une durée. On aime bien manger notre plat préféré plusieurs fois, mais on n'aime pas non plus le manger tous les jours. C'est que Hollywood, forcément, quand ils voient que quelque chose marche, ils vont le réexploiter, c'est-à-dire ils vont mettre tous les œufs dans le même panier, littéralement. Et c'est pour ça que plein de phénomènes sont apparus à Hollywood et plein de phénomènes se sont estompés. C'est pas parce que les gens en ont marre de ce genre, c'est parce que ce genre a été mal exploité. Et cela est donc passé par les jouets. Mais comment ce lien a pu se faire entre les jouets et le cinéma? Eh bien, il y a deux phénomènes explicables. Le premier phénomène, c'est tout simplement Star Wars. Mais vous allez dire pourquoi Star Wars? Certes, Star Wars a beaucoup influencé le cinéma de SF. Star Wars a révolutionné le genre du blockbuster, notamment avec Les Dents de la Mer et Rencontre du troisième type. Et la méthode de production de George Lucas a inspiré tout plein de producteurs et de réalisateurs avides de rentabilité et de sagas pérennes. On va dire pourquoi? Car tout simplement, Star Wars épisode 4 ne devait pas marcher au box-office. C'était une anomalie lui aussi. Car un film de SF comme Star Wars, ça n'attirait pas les gens. Surtout qu'il était sorti dans les années 70, c'était une des périodes les plus difficiles des États-Unis à cette époque-là. Donc un film comme Star Wars, c'était impossible que ça marche. La Fox, qui était le producteur, s'y était préparé. Lucas s'y était préparé. Sauf qu'il y a un détail, la Fox n'était pas tant que ça producteur, il distribuait juste le film. Et George Lucas, lui, il avait négocié pour qu'il soit producteur. Et George Lucas avait vu que la série Planète des Singes, car oui, il y a une série Planète des Singes, à l'époque où les films marchaient bien, donc il y a eu une adaptation de la Planète des Singes, à savoir donc du merchandising, car techniquement, faire des spin-offs, c'est une sorte de forme de merchandising. La série n'a pas marché, elle a énormément floppé, elle a été annulée très rapidement, mais il y a eu du merch, et ce merch a très bien marché. Et George Lucas, en voyant ça, il a dit, bah écoute, si le film marche pas au box-office, le merch marchera sûrement, car n'importe quel enfant aimerait pourquoi pas avoir une figurine d'un chevalier de l'espace ou d'un cow-boy de l'espace. Ça marchera forcément, et donc il a pris ce risque-là.
de prendre l'argent, la plupart des bénéfices qui seraient autour de Star Wars à partir du merchandising. Et ça a trop bien marché. En fait, c'était la meilleure astuce car non seulement le film a été rentable, mais le merchandising a été encore plus rentable. Et ce qui était le plus rentable pour la saga Star Wars, c'était pas en soi les films. C'était le merchandising. C'est ce qui a permis à George Lucas et à Lucasfilm de perdurer pendant des années. Et Hollywood, en se voyant ça, ils leur sont dit qu'il faut qu'ils aient leur propre saga. Il faut qu'ils aient leur propre merchandising. Car certes, le merchandising existait, mais c'était pas à ce point-là. Et pendant ce temps-là, dans les années 70-80, il y avait quelque chose qui émergeait. La télévision. Car la télévision a commencé à exploser petit à petit à partir des années 60, 70 et surtout 80. Et là, quasiment tout le monde avait une télévision. Et les enfants restaient rivés sur leur télévision. Alors quoi de mieux que de leur proposer des séries animées complètement débiles, avec aucun scénario, mais qui va permettre de vendre des jouets. Les enfants, dès qu'un univers leur plaît, ils veulent tout de cet univers-là. Ils veulent les t-shirts, ils veulent les jouets, les sacs à dos, ils veulent les chaussures, ils veulent tout de cet univers-là. C'était une idée maligne. Certes, les dessins animés sont bas budget, sont très mal animés et de très mauvaise qualité, mais au moins ils sont rentables. Car le but, c'est de faire de la rentabilité et de faire du merchandising autour. C'est à ce moment-là que des dessins animés comme Mask, comme G.I. Joe, comme Transformers sont apparus. C'était des dessins animés faciles à faire, avec des univers qui étaient comme un peu intéressants, qui permettaient de vendre un maximum de jouets. Et au pire, s'ils devenaient un peu plus ados-adultes, on leur proposera tout simplement des comics. Et au pire, ils achèteront ça pour leurs enfants, voire même pour leur plaisir personnel de se rappeler de leur enfance heureuse. Et c'est notamment pourquoi Tortue Ninja c'est devenu rapidement très mauvais. Car Tortue Ninja, on parle littéralement d'un comics ultra violent et sombre, parodique de Daredevil, qui est devenu un dessin animé pour enfants assez médiocre, faut dire ce qui est, qui sont devenus des films assez moyens, surtout le 3 qui est littéralement, alors à la fois un film très nul. Alors là, t'as commis l'erreur de ta vie, Nagasaki. Et très raciste envers les Japonais, vraiment, mais qui au moins vendait du merch. C'était ça le plus important. Ils s'en foutaient de la qualité du film. Tant que ça rapportait de l'argent, c'était le plus important. Et donc ces deux phénomènes-là ont consolidé le lien entre Hollywood et le merchandising et surtout la vente de jouets. Il faut qu'on collabore avec plus de dessins animés, il faut qu'on collabore avec plus de marques de jouets pour faire des films. Parce que maintenant, les technologies ont évolué. Maintenant, on a plus de budget. Donc là, on peut produire des films sur les jouets. Et c'est donc là que les années 2000 arrivent. Car oui, on a eu des dessins animés. Car oui, on a eu des films cheap sur les Tortues Ninja. Mais là, on peut passer à la vitesse supérieure et faire des gros films. Et celui-là qui va lancer les hostilités, c'est la Paramount. Qui vont lancer deux projets. Surtout un. Transformers et G.I. Joe. Quel est leur point commun? C'est des films de teubé, c'est vrai. Mais c'est des films qui ont été rentables. Surtout pour Transformers. Et qui ont vendu des jouets. Car même si on avait deux réalisateurs qui étaient assez talentueux dans leur domaine, mais qui sont clairement venus faire le film pour leur chèque, ils ont quand même réussi à faire des films bien over the top, bien gras, bien blockbuster hollywoodien, qui ont su vendre des millions de dollars, surtout pour Transformers, avec deux films qui ont atteint le milliard, et la plupart qui ont atteint plus de 500 millions de dollars facile, à part le Transformers 5 qui a vraiment pas marché pour le coup, car les gens ils ont dit, bon, vous pouvez nous prendre pour des débiles une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais pas une cinquième fois quand même. Faut pas abuser non plus, surtout que le MCU venait d'arriver et ça a un peu redistribué les cartes. L'idée était de comprendre que oui, les moyens avaient évolué pour faire vendre des jouets et faire vendre des films, mais les films en eux-mêmes n'avaient pas évolué. Et il n'y avait aucune différence entre les Transformers et l'adaptation des Tortues Ninja des années 90. Ça restait des blockbusters débiles, des blockbusters qui prenaient leur cible pour des débiles car c'est des enfants, donc forcément ils savent pas réfléchir, mais qui au moins étaient rentables. C'était ça le plus important. Et je répète beaucoup le mot rentabilité dans cette vidéo, mais c'est clairement le mot qui définit cette adaptation de jouets. Car les jouets en soi ont un besoin factuel de faire imaginer les enfants, mais ça coûte cher aussi. Et vu que les enfants aiment bien avoir un peu tout de leur univers, et que l'imagination à cet âge-là est certes débordante mais à la fois limitée, eh bien leur donner des films et leur donner la transposition des histoires qui s'imaginent en live action, ça peut être qu'une bonne idée. Mais cette idée-là était très mal exploitée. Sauf qu'en 2014, une anomalie va arriver. Cette anomalie-là se nomme Lego La Grande Aventure. Un film donc produit par la Warner Bros en 2014. Et ce film va être une anomalie. Déjà de 1, c'est des Lego. Les Lego, le but c'est littéralement d'imaginer ses propres histoires. Donc va imaginer l'histoire là-dessus. C'est encore plus compliqué que faire une histoire pour G.I. Joe ou Transformers. Et en plus, le procédé technologique pour faire un film Lego, ça devait être pas simple. Sauf qu'ils ont pris une équipe talentueuse qui avait déjà prouvé en faisant des bons films d'animation. Chris Lord et Phil Miller qui avaient réalisé et produit Tempête de boulettes de viande géante et réalisé 21 Jump Street. Donc ils avaient une expertise dans les blockbusters et dans l'animation et des idées débordantes comme pas possible sur cet univers-là. Et surtout, ils ont dit ouais, notre but c'est de vendre des Lego, faire de l'argent, alors on va l'assumer. Et ils ont assumé leur but, ils sont allés au bout de leur concept, ils ont repris toutes les histoires qu'il était possible de faire avec des Lego, avec les droits évidemment de la Warner Bros. C'est pour ça qu'on voit certains personnages d'ici Comics et qu'on a eu un très bon spin-off de Lego Batman qui fait sûrement partie des meilleures adaptations de Batman de l'histoire, il n'y a pas de débat là-dessus. Et le film a bien marché, que ce soit au niveau du box-office, au niveau des ventes de Lego et au niveau des critiques. Ils avaient réussi les 3 exploits. Et ces 3 exploits-là,
ce serait difficile à les atteindre. Déjà qu'un film hors adaptation de jouets, c'est compliqué à l'atteindre. Mais alors un film adapté de jouets, c'était compliqué car aucun film n'avait réussi à atteindre cet objectif-là. Et pendant ce temps-là, Sony se dit, tiens, et si nous aussi on faisait une adaptation de jouets? Si nous aussi on allait rentrer dans ce game-là? Mais faire avec quoi? Ça, c'était la question à se poser. Quel jouet ultra rentable qui peut raconter des histoires et qui peut vendre facilement pourrait faire Barbie, une adaptation de Barbie. Alors déjà, faire une adaptation de Lego, c'était compliqué, mais alors Barbie, je vous en parle même pas. Car Barbie, c'était un pas mal de challenge. Déjà de 1, Barbie avait des adaptations en dessin animé, en jeux vidéo qui étaient très nulles, très mauvaises. Alors oui, bien sûr, je pense que les personnes jeunes qui ont regardé ces adaptations-là ont de la nostalgie, mais il faut dire ce qui est, c'était nul. Non, mais il faut dire les termes à un moment donné. En plus, Barbie avait une image assez cliché de la perception des femmes au sein de la société. Donc, il fallait vraiment être très touchy sur le sujet. Et puis, il fallait faire un bon film avant tout. Donc, il y avait un triple challenge à faire. Et Sony savait pas comment procéder à ce challenge-là. C'est pour ça que Barbie, on s'en rend pas compte, le projet fut très long. Le projet a réellement démarré au début des années 2010. Le projet initial était sûrement de soit faire un film avec Amy Schumer qu'on déteste tous dans cette chaîne. Vous savez très bien de quoi je parle. Et si j'ai écorché son nom de famille, j'en ai rien à faire. Qui devait tout simplement incarner de Barbie, qui serait transposé dans le monde réel. Si c'était l'auditioniste, ça devait être un film où elle devait avoir le corps d'une femme normale et s'adapter au sein de la société. Et voir ce que ça fait de ne pas rentrer dans les critères de beauté forcément clichés qui est perçu par la société. Et voir comment les gens réagissent là-dessus. Donc littéralement un film qui se rapprocherait plus d'un Tootsie avec Dustin Hoffman. Sauf que les droits ont été perdus. Les droits ont été récupérés par la Warner Bros. Et la Warner Bros se sont lancés sur le projet. Donc la Warner Bros, à cette époque-là, appartenait à AT&T. Ils avaient besoin de plein de licences fortes. C'est pour ça qu'ils faisaient absolument tout et n'importe quoi avec DC Comics. Et là, ils avaient besoin de relancer une nouvelle licence rapidement. Et donc, ils ont décidé de relancer le projet, notamment avec Star, Margot Robbie, car Margot Robbie était bien plus populaire. Surtout, ils ont réussi avec Margot Robbie de vendre un film de merde qui était Suicide Squad. La Warner, ils ont été plutôt malins. À la place de se dire qu'on va faire un film qui va vendre des jouets, bon, on va faire un film comme Lego La Grande Aventure. Car si Lego La Grande Aventure a bien marché, autant faire Lego La Grande Aventure version Barbie. Donc à savoir un film qui assume que ça vend des jouets, mais qui va jouer avec les codes des Barbie et tous les clichés qu'il y a autour, les codes et les clichés qu'il y a autour de la place de la femme au sein de la société, avec un casting solide et une réalisatrice qui s'y connaît plutôt bien. Donc après avoir pris 2 réalisateurs déjantés qui savaient faire d'animation des blockbusters, là on va prendre une réalisatrice qui sait faire des films d'auteur, qui sait diriger des acteurs qui ont un certain pédigré, et qui surtout sait plutôt bien s'y faire niveau film avec des messages forts. Et c'est pour ça que durant la production, Greta Gerwig sera prise pour le film. Et Greta Gerwig, à cette époque-là, c'était littéralement Lady Bird. Elle va participer au scénario du film avec son mari, Noah Bachrach, j'espère pas écorcher son nom, qui est le réalisateur du très beau Marriage Story, qui est un film qui va vous dégoûter de vous marier. Donc on avait un duo assez intéressant qui allait produire le film, un casting ultra solide, car évidemment le casting s'est gargantué d'autres acteurs dont America Ferrera, Ryan Gosling, Simu Liu, Will Ferrell. Et les spectateurs sont très débutatifs. D'un côté, on a le truc de se dire une adaptation de Barbie au cinéma, ça n'a aucun sens, il n'y a aucune histoire à raconter, il n'y a aucun contexte, parce qu'au moins Transformers ça avait une histoire, mais de l'autre on se dit Greta Gerwig, Margot Robbie, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Surtout qu'on a commencé à voir les images dessus, les mots, les retours dessus, et on se dit ça peut être intéressant. Et donc petit à petit, la hype va marcher autour du film. Surtout que Barbie, on se rend pas compte, mais c'est une marque 10 fois plus forte que Transformers, G.I. Joe réunis. Et ça tape avec les Lego, car quasiment tout le monde, que ce soit filles, garçons confondus, ont joué au Barbie au moins une fois dans leur vie. Ont vu un dessin animé Barbie, ont joué à un jeu débile Barbie sur sa console. Barbie, c'était une marque forte. Et donc en fait, la Warner, littéralement, avait aligné toutes leurs cartes pour faire quelque chose qui allait marcher. Ils s'y attendaient pas, mais ça avait quelque chose qui allait marcher. Car faut préciser, en 2023, la Warner avait 10 fois plus investi dans le marketing de The Flash. On s'en rend pas compte, mais c'est 10 fois plus de budget marketing dans le film The Flash que le film Barbie. Et en fait, Barbie, il n'y avait pas tant que ça de marketing. C'est clairement les spectateurs qui se sont fait leur propre marketing. Car non seulement il y avait une très grosse nostalgie autour des poupées Barbie, et ça c'était intragénérationnel, que ce soit nos mamans, nos grandes sœurs, nos sœurs, c'est intragénérationnel plus que Transformers. Et en plus, il y avait plein d'adaptations différentes, plein de jouets différents, donc il y avait une possibilité de raconter l'histoire. Et même les cinéphiles gris pouvaient se sentir touchés par le film, car on disait, bah, c'est le nouveau film de Greta Gerwig, c'est son grand retour à Hollywood, pour son premier blockbuster, avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Et surtout, voir Ryan Gosling dans un rôle assez décalé, même s'il en avait déjà joué un ou deux, notamment dans Crazy Stupid Love, bah, ça pourrait être grave intéressant de voir Ryan Gosling dans un autre exercice. Donc le film
avait une véritable hype qui s'est créée à la fois toute seule et à la fois par la Warner de manière artificielle et naturelle donc. Et en plus, on rajoute le fait que le film est sorti en même temps qu'Oppenheimer, ce qui pouvait être un danger mais qui finalement a été littéralement un avantage. Car clairement, la Warner, Universal, Nolan et Greenwing ont joué au jeu du « bah en fait, allez voir les deux films, c'est trop bien ». Ça a fait que la hype et la mayonnaise ont fait que de monter sans cesse et que le film a pété au box-office. Car en fait, le film a réussi les 3 challenges. Faire un bon film, vendre des jouets et être rentable. 1 milliard de dollars, des Barbie qui continuent à se vendre et des critiques élogieuses et des nominations aux Oscars. Que demander de plus pour un blockbuster? C'est un exercice qui est quasiment impossible à faire. Et quelques mois plus tard, on peut prendre du recul là-dessus et se dire comment cette anomalie a pu marcher de ce film qui fut une véritable anomalie, un véritable why not du cinéma hollywoodien de ces dernières années. Un film auquel personne ne s'attendait à un succès pareil. Mais en vrai, son succès n'était pas anodin, c'était juste littéralement un bon film qui adaptait un support simple et facile, mais à la fois difficile à exploiter, mais qui a su le faire de manière intelligente et qui a su faire un marketing très ingénieux, à savoir jouer sur la nostalgie intragénérationnelle, sur des messages qui touchent beaucoup de gens et qui commencent à être mis de plus en plus en avant avec une réalisatrice qui s'y connaît. Car la plupart des adaptations de jouets, si on a Lego Live Adventure, c'était des gens qui n'y connaissaient rien. Michael Bay a tourné des films Transformers juste pour l'argent, il n'aimait pas les Transformers. Alors que par exemple, Chris Thorpe et Phil Miller adorent les Lego et Greta Gerwig a forcément grandi avec les Barbie et le message du film l'a touché énormément. Donc l'idée c'est que le mélange jouet et cinéma existe depuis des années. C'est un mélange qui marche bien, mais un mélange qui, avec du recul, a été très mal utilisé pour des raisons uniquement mercantiles, comme beaucoup de films et d'adaptations, notamment les adaptations de comics, mais qui a été très mal exploité. Et en fait, avec Barbie, on a pu prouver que oui, on peut faire un blockbuster, mais un blockbuster qui prend pas les gens pour des débiles. Et c'est ça la force du film. Donc je peux que vous inviter évidemment à voir le film parce qu'il est assez bon. Ce n'est pas non plus le plus grand de l'année 2023 puisque Past Lives existe. Mais c'est un film assez intéressant à voir, une œuvre cool à regarder avec un bon message, un casting ultra solide. Ryan Gosling, il tue ça dans le film. Même pour les autres acteurs, notamment Margot Robbie qui arrive parfaitement à jouer le cliché de la Barbie, mais qui arrive à jouer sur ces codes-là, et qui prouve que faire des blockbusters intelligents, c'est totalement possible, et qui montre que clairement le modèle du MCU est dépassé, et qu'il faut peut-être se renouveler sur les autres types de blockbusters.